L'odeur de lavande, ce parfum entêtant de savon bon marché, imprégnait les mains de Sophie Dubois, tandis qu'elle frottait le sol en marbre du hall d'entrée principale. Un espace si vaste que son appartement à Belleville tiendrait 3 fois dedans. Il était 11 heures du soir, un mardi d'avril, et c'était sa première semaine au manoir de Valois, un emploi qu'elle avait décroché après 3 entretiens et une vérification des antécédents si poussée. Que Sophie avait craint qu'il ne découvre cette grossesse à 19 ans, qui s'était soldée par un licenciement brutal et une honte publique. Mais manifestement, 14 années avaient suffi pour que cette erreur soit enfouite dans des registres du travail que personne ne consultait avec autant d'attention. Elle avait 34 ans maintenant, 3 frères et sœurs qu'elle avait élevés seuls après la mort de leur mère, alors qu'elle n'avait que 20 ans, et un compte bancaire qui avait besoin d'exactement 83 000 € de plus pour couvrir l'opération du dos de Léo, le plus jeune, qui, à 15 ans, marchait déjà avec une canne, à cause d'une scoliose qui empirait de mois en mois. Ce travail payait le double des autres maisons où elle faisait le ménage pendant la journée, précisément parce que personne ne voulait le poste de nuit, ces heures entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, quand les manoirs de Neuilly révélaient leurs secrets en silence, des mariages où les conjoints dormaient dans des chambres séparées, des cadres qui buvaient seuls devant des téléviseurs éteints, des enfants qui pleuraient sans que personne ne les entende. Sophie avait croisé Charles de Valois seulement brièvement, lors de sa première nuit, une rencontre fortuite dans le couloir du 2e étage, alors qu'elle transportait des produits de nettoyage, et qu'il déambulait en pyjama à 2 heures du matin. C'était un petit garçon pour ses 6 ans, avec des cernes qui ne devraient pas exister sur un visage aussi jeune, et une pâleur qui suggérait qu'il n'avait pas vu le soleil depuis des semaines. La gouvernante Brigitte, une femme de 60 ans, avec la rigidité de celle qui sert les riches depuis des décennies, avait murmuré dédaigneusement pendant la formation de Sophie. L'enfant est un cas désespéré. Pédiatre, psychologue, médicaments, rien ne fonctionne. Pur caprice d'enfant gâté qui regrette sa maman. Sophie n'avait pas répondu, mais elle avait noté mentalement la cruauté désinvolte de cette déclaration. Le genre de mépris que les gens réservaient à la douleur des autres quand ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas la comprendre. Cette première nuit, quand elle croisa Charles dans le couloir, le garçon la regarda avec des yeux qui semblaient trop anciens, trop fatigués, et murmura quelque chose que Sophie entendit à peine. « Vous aussi, vous allez partir !» Il n'avait pas attendu de réponse. Il avait simplement continué son chemin vers nulle part, traînant les pieds nus sur le tapis persan qui coûtait probablement plus que tout ce que Sophie gagnerait cette année. Le père, Charles de Valois, était un fantôme pendant le service de nuit de Sophie. Il arrivait après minuit, si tant est qu'il arrive, de son bureau à la Défense, où il dirigeait une entreprise d'import-export que Sophie ne comprenait pas et ne se souciait pas de comprendre, et s'enfermait dans sa chambre au 3e étage, sans passer par la chambre de son fils, veuf depuis 8 mois, selon ce que Brigitte lui avait raconté avec ce ton que les gens utilisent pour les commérages déguisés en compassion. Il avait laissé le travail consumer chaque heure disponible, comme si le fait de rester occupé pouvait anesthésier le deuil. Sophie comprenait cela plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait fait la même chose après la mort de sa mère, travaillant 16 heures par jour dans les maisons des autres, pour ne pas avoir à affronter le vide de la sienne. Mais Charles n'avait pas 16 heures de travail pour se cacher. Il avait seulement des nuits interminables, où l'absence de sa mère se faisait plus réelle à chaque heure qui passait, et un père qui avait choisi l'évasion comme forme de survie, sans considérer que son fils était en train de naufrager sans bouée de sauvetage. Pendant que Sophie essorait la serpillière dans le seau, elle entendit le premier cri de la nuit provenant du 2e étage. Aigu, terrifié, le genre de son qu'aimait un enfant quand le cauchemar semble plus réel que l'éveil. Brigitte apparut dans le hall en bâillant, avec une expression de contrariété plus que d'inquiétude. « Encore une fois », murmura-t-elle.
Je vais devoir lui donner un autre demi-tranquillisant, même si le docteur a dit pas plus d'un par nuit. Elle monta les escaliers d'un pas lourd, comme quelqu'un qui accomplit une formalité fastidieuse, et Sophie resta seule dans l'immense hall, sentant quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se contracter douloureusement. Elle connaissait ces cris. Elle les avait entendus de ses frères et sœurs après la mort de leur mère, quand le monde était devenu hostile. Et chaque ombre promettait plus de pertes, et elle savait, avec la certitude de celle qui avait vécu cette douleur de l'intérieur, que les tranquillisants ne résolvaient rien. Ils ne faisaient que reporter l'effondrement inévitable. La deuxième semaine au manoir de Valois révéla des schémas que Sophie documentait mentalement pendant qu'elle nettoyait. Charles ne dormait pas plus de 2 heures d'affilée. Ses cris nocturnes suivaient un horaire presque prévisible. Un à 1 heure du matin, un autre à 3 heures, un troisième près de l'aube. Brigitte administrait des médicaments avec la régularité de celle qui suit des ordres médicaux sans les remettre en question. Mais Sophie notait que l'enfant empirait de jour en jour. Il mangeait moins, parlait moins, se déplaçait comme si son corps pesait le double. Pendant ses rondes nocturnes de nettoyage, Sophie passait devant la chambre de Charles et trouvait toujours la même scène à travers la porte entr'ouverte. L'enfant assis sur son lit, serrant une photographie encadrée d'une belle femme au sourire chaleureux, sa mère décédée, lui murmurant des choses que Sophie ne pouvait pas distinguer, mais dont le ton était inconfondible, supplication, promesse, négociation avec des fantômes qui ne pouvaient pas répondre. Une nuit, pendant que Sophie nettoyait la salle de bain principale du 2e étage, elle entendit clairement ce que Charles murmurait. « Si je suis sage, tu reviens, je promets de tout manger, je promets de ne plus pleurer, reviens seulement. » Les mots transpercèrent Sophie comme des couteaux, parce qu'elle les reconnaissait. C'étaient les mêmes qu'elle avait dits à sa mère décédée à 20 ans, cette même logique infantile qui croyait que le bon comportement pouvait inverser la mort. Que l'obéissance extrême était une monnaie d'échange pour récupérer ce qui était perdu. L'effondrement arriva le mardi de la 2e semaine, à 3h15 du matin. Sophie était en train d'astiquer les meubles de la bibliothèque quand elle entendit le cri le plus intense jusqu'à présent, suivi d'un coup sourd qui fit vibrer le plafond. Elle monta les escaliers en courant sans réfléchir, sans se souvenir qu'elle n'avait techniquement pas l'autorisation d'être près de l'enfant en dehors du nettoyage de sa chambre quand il n'était pas là. Elle trouva Charles sur le sol près de son lit, tremblant violemment, avec Brigitte essayant de le relever pendant qu'il donnait des coups de pied et criait « Ne me touchez pas, je veux maman, maman !» Brigitte, la gouvernante, semblait épuisée et frustrée. Ses mains agrippaient les bras du petit Léo avec une force excessive, et Sophie discerna dans ses yeux cette lueur de violence contenue, celle qui apparaît quand la patience cède, et que l'instinct pousse à secouer, à forcer, à faire taire l'autre, tout simplement. « Léo, ça suffit maintenant », sifflait Brigitte. « Tu vas réveiller ton père, tu vas provoquer mon licenciement, arrête immédiatement. » Mais l'enfant était au-delà de toute raison, pris dans une panique qui ne reconnaissait plus ni les voix ni la logique. Il savait seulement que tout allait mal et que personne ne pourrait rien arranger parce que la seule personne capable de le consoler était morte et qu'elle ne reviendrait jamais. Sophie réagit sans réfléchir. Cet élan qui l'avait si souvent entraîné dans des situations délicates se manifesta avant qu'elle n'ait pu en mesurer les conséquences. « Brigitte, laissez-moi essayer », dit-elle d'une voix douce mais ferme. La gouvernante la dévisagea avec un mélange de méfiance et de soulagement. Méfiance parce que Sophie transgressait des limites invisibles mais clairement définies. Soulagement parce qu'une autre personne était prête à gérer cette crise. Elle recula avec un soupir exaspéré. « 5 minutes. Si ça ne marche pas, j'appelle Monsieur de Valois. » Sophie s'agenouilla sur le parquet, mais elle n'essaya pas de toucher Léo. Elle se coucha simplement sur le sol en bois. À 1 mètre de lui, se mettant à sa hauteur physique et émotionnelle, l'enfant la regarda à travers ses sanglots, confus par cet adulte qui n'essayait ni de le saisir, ni de le contrôler, ni de le forcer à se tenir tranquille,
Sophie commença à fredonner, presque sans voix, une chanson qu'elle chantait à ses petits frères quand ils étaient réveillés par la peur au milieu de la nuit. Une mélodie simple, sur des étoiles qui veillent sur les enfants pendant leur sommeil. Sur la nuit qui n'est pas une ennemie, mais une gardienne, ce n'était ni particulièrement beau, ni professionnel, juste authentique. Le genre de présence qui dit « tu n'es pas seul », sans prononcer un mot. Les cris de Léo diminuèrent graduellement. Ses sanglots se transformèrent en une respiration irrégulière. 5 minutes plus tard, ses yeux commençaient à se fermer. 10 minutes plus tard, il dormait. Pas le sommeil agité et médicalisé des autres nuits, mais quelque chose de plus profond, de plus réel. Sophie resta sur le sol pendant encore 15 minutes, sans bouger, s'assurant que le sommeil s'installait durablement. Quand elle se releva finalement avec précaution, Brigitte l'observait depuis la porte avec une expression indéchiffrable. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, » murmura-t-elle, « mais n'en parlez à personne. Si Véronique apprend que vous avez touché à l'enfant, » elle laissa la menace en suspens. Flottant dans l'air comme une fumée toxique, Sophie acquiesça, comprenant qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle n'aurait pas dû franchir, mais incapable de regretter son geste quand Léo dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Les 9 nuits suivantes, Sophie répéta le rituel en secret. Elle attendait que Brigitte se retire dans sa chambre au premier étage, que Charles rentre, s'il rentrait, et qu'il s'enferme au 3e étage avec son ordinateur portable et son whisky, que toute la demeure soit plongée dans cette suspension temporelle particulière qui se produit entre 2 et 4 heures du matin, quand même les villes dorment. Alors, elle montait les escaliers avec précaution, évitant les marches qui grinçaient, entrait dans la chambre de Léo, dont la porte était toujours entr'ouverte, et s'allongeait sur le sol près de son lit. Pas dans le lit. Jamais dans le lit. Cette limite, Sophie la respectait instinctivement, sachant que se glisser sous les draps d'un enfant qui n'est pas le sien transformerait la bienveillance en quelque chose d'inapproprié. Mais sur le sol, à 1 mètre de distance, là où Léo pourrait la voir s'il se réveillait, mais où il n'y avait aucun contact physique, seulement une présence. Elle fredonnait les mêmes chansons. Parfois, elle parlait à voix basse de choses sans importance. Comment les étoiles étaient en réalité des soleils très lointains. Comment les arbres respiraient, même si on ne pouvait pas les voir respirer. Comment l'absence de quelqu'un ne signifiait pas qu'il cessait d'être important. Léo ne répondait jamais verbalement, mais Sophie notait des changements subtils. Sa respiration se synchronisait avec la sienne. Ses poings crispés se détendaient graduellement. Le tremblement constant de ses épaules disparaissait, et il dormait. 3 heures la première nuit après la crise, 4 la deuxième, 5 la troisième, son corps commençait à se souvenir de ce qu'était un vrai repos, pas celui induit chimiquement, mais celui qui arrive quand on se sent enfin suffisamment en sécurité pour s'abandonner à l'inconscience. Les changements chez Léo devinrent évidents pendant la journée. Brigitte fit remarquer avec surprise que l'enfant avait mangé tout son petit déjeuner pour la première fois depuis des semaines. La professeure particulière, qui venait 3 fois par semaine, rapporta qu'il était plus concentré, moins sujet aux crises de larmes en plein milieu des leçons. Charles, lors d'une de ses rares apparitions matinales, observa son fils jouant dans le jardin et commenta presque pour lui-même « Il a l'air mieux, plus comme avant ». Sophie entendait ces rapports de seconde main par le biais de Brigitte. Ressentant un mélange de satisfaction et d'anxiété croissante, elle savait qu'elle faisait quelque chose de bien. Léo allait objectivement mieux. Mais elle savait aussi qu'elle le faisait d'une manière qui violait tous les protocoles implicites de sa position. Une employée de maison de nuit n'était pas autorisée à interagir avec le fils des patrons, en dehors de salutations polies. Elle n'était pas autorisée à entrer dans sa chambre pendant qu'il dormait. Et elle n'était certainement pas autorisée à mettre en œuvre sa propre version non professionnelle de thérapie infantile, basée sur l'instinct et l'expérience personnelle. Mais chaque nuit, quand le moment arrivait et qu'elle entendait Léo bouger avec inquiétude dans son lit, Sophie prenait la même décision. Elle montait les escaliers, s'allongeait sur ce parquet qui laissait des marques sur sa hanche et offrait la seule chose qu'elle savait donner,
une présence sans exigence, une compagnie sans condition. La personne qui finirait par remarquer le changement et enquêter ne serait pas celle que Sophie attendait. Véronique Castellano, directrice des ressources humaines pour la famille de Valois, visitait le manoir tous les 15 jours pour évaluer les performances du personnel de maison et s'assurer que tout fonctionnait selon les normes qu'elle avait elle-même établies avec une rigueur militaire. C'était une femme de 42 ans qui avait gravi les échelons, depuis assistante administrative jusqu'à son poste actuel, grâce à une combinaison d'efficacité impitoyable et de loyauté absolue envers ceux qui l'employaient. Sophie l'avait rencontrée lors de son entretien initial, où Véronique avait très clairement indiqué qu'elle attendait un professionnalisme total, aucune interaction inutile avec la famille et que toute transgression entraînerait un licenciement immédiat sans aucune recommandation. « Les gens comme vous, » avait dit Véronique avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, ont tendance à oublier leur place. Je m'assure qu'ils s'en souviennent. Sophie avait acquiescé alors, sans comprendre complètement le poison derrière ces mots, sans savoir que Véronique voyait en chaque femme de ménage une version de son propre passé, fille de femme de ménage, élevée dans une banlieue défavorisée, qui avait dédié 20 ans à construire une identité qui la séparerait de ses origines, qui la mettait mal à l'aise, et qui protégeait cette identité avec la férocité de celle qui sait qu'un seul faux pas la renverrait à l'endroit d'où elle s'était échappée. Lorsque Véronique arriva pour sa visite bimensuelle, la 4e semaine de Sophie, Brigitte mentionna avec désinvolture l'amélioration de Léo. « Je ne sais pas ce qui a changé, mais l'enfant dort mieux. Moins de cauchemars, moins de médicaments. Peut-être qu'il finit par surmonter ça. » Véronique plissa les yeux. Son instinct, détectant quelque chose d'anormal, les enfants ne surmontent pas simplement les traumatismes de perte parentale sans intervention professionnelle. Elle avait dépensé suffisamment d'euros de la famille en psychologue pour enfants pour savoir que la guérison n'était pas spontanée. Quelque chose avait changé dans la routine de la maison. Et si quelque chose avait changé sans son autorisation, quelqu'un avait transgressé. Et les transgressions, dans le monde soigneusement contrôlé de Véronique de Valois, ne pouvaient rester impunies. Véronique installa la caméra cachée un mardi après-midi, cachée sur l'étagère supérieure de la chambre de Léo, entre des livres pour enfants que personne ne touchait, avec un angle parfait vers le lit et la zone environnante. Officiellement, c'était pour surveiller un éventuel somnambulisme de l'enfant, une justification qu'elle donna à Charles, qui approuva sans trop réfléchir, parce qu'il était sûr que Véronique agissait toujours dans le meilleur intérêt de sa famille. La caméra avait un détecteur de mouvement et un enregistrement nocturne, une technologie discrète mais efficace. Véronique visionnait les enregistrements chaque matin dans son bureau de la Défense, avançant rapidement des heures de vidéo où Léo dormait paisiblement ou bougeait avec agitation. Cherchant l'anomalie que son instinct lui disait qu'elle trouverait, il lui fallut 3 jours. Sur l'enregistrement du jeudi à 2h47 du matin, une silhouette entra dans la pièce. Sophie Dubois, avec son uniforme de travail et ses cheveux attachés, se déplaçant avec précaution pour ne pas faire de bruit. Véronique se pencha vers l'écran de son ordinateur, son pouls s'accélérant avec ce mélange de vindicte et de furie qu'elle ressentait lorsque ses soupçons se confirmaient. Sophie ne s'approcha pas du lit. Elle s'allongea sur le sol, à 1 mètre de distance, et commença à fredonner. L'audio de la caméra le captait à peine, mais le mouvement de ses lèvres était inconfondible. Léo, qui était agité, se calma progressivement. Ses yeux se fermèrent, sa respiration se régularisa. Il dormit. Sophie resta sur le sol 43 minutes exactes, puis se leva avec précaution et quitta la pièce aussi silencieusement qu'elle était entrée. Véronique visionna les enregistrements des jours précédents. La même scène se répétait, Sophie entrant entre 2 et 3 heures du matin, s'allongeant sur le sol, chantant, attendant que Léo dorme profondément. 9 nuits consécutives, 9 transgressions documentées. Véronique ressentit cette sensation familière dans son estomac, moitié triomphe, moitié dégoût, qui apparaissait
lorsqu'elle surprenait quelqu'un en train de franchir des limites qui ne devaient pas être franchies. Peu importait que Léo aille mieux. En fait, que ça aille mieux rendait la transgression pire, car cela signifiait que Sophie avait établi une relation avec l'enfant, une connexion qui existait en dehors de la connaissance ou du consentement de la famille. Et les connexions non autorisées entre les employés et les membres de la famille étaient exactement le genre de situation que Véronique avait consacré sa carrière à prévenir. Elle avait vu trop de fois comment elle se terminait. Des employés qui se croyaient indispensables, qui demandaient des faveurs inappropriées, qui menaçaient de révélations publiques s'ils étaient renvoyés, qui salissaient la réputation de familles entières avec des accusations vraies ou fausses. Sophie Dubois représentait tout ce que Véronique méprisait, quelqu'un d'origine humble qui ne respectait pas sa place, qui croyait que son empathie naturelle lui donnait le droit de s'immiscer dans des affaires qui ne la concernaient pas, qui ne comprenait pas que les frontières de classe existaient pour des raisons valables et devaient être respectées à tout prix. Véronique attendit jusqu'à vendredi pour agir, coordonnant sa confrontation pour un impact maximal. Elle convoqua une réunion au manoir de Valois à 9 heures du matin, heure convenable pour Charles, mais délibérément inconvéniente pour Sophie, qui dormait normalement après son service de nuit. Présent, Charles, Brigitte, Sophie et Véronique elle-même, dans le salon formel, avec ses murs couleur crème et ses meubles qui coûtaient des salaires annuels. Véronique connecta son ordinateur portable à un téléviseur à grand écran et diffusa les enregistrements sans préambule. Tous observèrent en silence Sophie entrer dans la chambre de Léo nuit après nuit, s'allonger sur le sol, chanter, attendre. Lorsque la vidéo se termina, Véronique parla d'une voix calme, mais implacable. Sophie Dubois est entrée sans autorisation dans la chambre de l'enfant pendant près de 2 semaines. Elle a établi un contact physique et émotionnel avec un mineur sous notre garde sans la connaissance ni le consentement de son tuteur légal. Cela constitue non seulement une violation grave de son contrat de travail, mais potentiellement un délit qui pourrait et devrait être signalé aux autorités. Sophie sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Comment tous les mots qu'elle avait préparés mentalement pour ce moment s'évaporaient, la laissant muette. Charles regardait l'écran maintenant noir avec une expression inscrutable, traitant ce qu'il venait de voir. Brigitte évitait de croiser le regard de Sophie, protégeant sa propre position par un silence stratégique, et Véronique observait Sophie avec ce petit sourire satisfait de celle qui vient de gagner une partie que l'autre personne ne savait pas qu'elle jouait. Sophie trouva enfin sa voix, bien qu'elle soit sortie tremblante et moins ferme qu'elle ne l'aurait souhaité. « Je n'ai pas touché Léo. Je ne l'ai jamais touché. Je suis resté sur le sol. À distance, J'étais juste là parce qu'il avait besoin de savoir que quelqu'un était là, qu'il n'était pas seul. » Les mots sonnaient inadéquats même en les prononçant. Insuffisants pour expliquer la complexité de ce qu'elle avait fait et pourquoi. Véronique répondit avant que Sophie ne puisse continuer. « Le contact n'a pas besoin d'être physique pour être inapproprié. Vous avez créé une relation de dépendance avec un enfant vulnérable, sans autorisation professionnelle, ni supervision appropriée. Avez-vous une formation en psychologie infantile, des certifications en garde d'enfants, des références qui justifient d'intervenir dans la santé mentale d'un enfant ? » Chaque question était une gifle verbale, conçue non pas pour obtenir des réponses, mais pour exposer l'incompétence. Sophie secoua la tête, sentant l'humiliation grimper dans sa gorge. « Non, j'ai élevé 3 frères après la mort de ma mère. Je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un comme ça. Je sais ce dont Guillaume avait besoin, parce que j'en ai eu besoin aussi. » Sophie se tourna vers Charles, ignorant complètement Brigitte. Maintenant qu'elle avait exposé son point de vue, « Monsieur de Valois, je recommande un licenciement immédiat et d'envisager des actions légales pour protéger Guillaume et la réputation de votre famille. Cette situation pourrait facilement être mal interprétée si elle venait à être rendue publique. Une femme de ménage,
entrant secrètement dans la chambre d'un enfant de 6 ans, pendant que son père dort. Les gros titres s'écriraient pratiquement tout seuls. Charles finit par parler, sa voix lasse, d'une manière qui suggérait que l'épuisement était son état permanent. Est-ce que Guillaume va mieux parce qu'elle a fait ça? La question était adressée à Brigitte, qui hésita avant de répondre, clairement partagée entre la loyauté envers Sophie et l'honnêteté factuelle. Oui, monsieur, l'enfant dort mieux. Depuis que cela a commencé, il mange plus. Il a moins de crises. Je ne dis pas que c'est bien. Ce qu'elle a fait, ajouta-t-elle rapidement en regardant Sophie, mais les résultats sont indéniables. Charles se frotta le visage avec les 2 mains. Un geste d'un homme qui prenait depuis trop longtemps des décisions impossibles, avec des informations insuffisantes. « Brigitte, pourquoi n'êtes-vous pas venue me voir en premier? Pourquoi faire ça en cachette ?» La question contenait une confusion véritable, plus qu'une accusation. Et Brigitte sentit un pincement de quelque chose, qui ressemblait à de la culpabilité. « Parce que vous n'êtes jamais là, » dit-elle avec plus de brusquerie qu'elle ne l'avait prévu. « Et quand vous l'êtes, vous vous enfermez dans votre chambre. Comme si votre fils n'existait pas. Guillaume avait besoin de quelqu'un, n'importe qui, et je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Quand je l'entendais crier chaque nuit, le silence qui suivit fut dense et inconfortable. Charles la regardait avec un mélange de douleur et de colère qui suggérait que la vérité des mots de Brigitte blessait précisément parce qu'elle était vraie. Sophie profita du moment. C'est exactement ce qui arrive. Quand on permet au personnel de franchir des limites, ils commencent à croire qu'ils ont le droit de donner leur avis sur la façon dont nous élevons nos enfants, de nous juger, de prendre des décisions qui ne leur appartiennent pas. Brigitte est suspendue, avec effet immédiat. Nous enquêterons complètement et déterminerons les prochaines étapes légales. Brigitte sentit la panique monter dans sa poitrine, comme de l'eau froide. Suspension signifiait sans salaire. Sans salaire signifiait ne pas pouvoir payer le loyer de ce mois-ci, ne pas pouvoir donner les 2000 € qu'elle avait promis à Léo, et pour ses médicaments contre la douleur. Et cela signifiait définitivement que l'opération du dos, qui était prévue dans 6 semaines, devrait être reportée Cindy, parce que l'hôpital privé exigeait 50% du paiement à l'avance. Et Brigitte avait compté chaque euro de ses quarts de nuit pour atteindre ce chiffre. « S'il vous plaît, » dit-elle, et elle détesta la façon dont sa voix sonnait, suppliante, désespérée. Exactement ce qu'elle avait juré de ne plus jamais être, après cette fois, à 19 ans, quand elle avait supplié son ancienne patronne de ne pas la licencier parce qu'elle était enceinte, de lui donner une autre chance, et la femme avait ri à son visage. « Mes problèmes personnels ne sont pas votre responsabilité, » l'interrompit Sophie d'une voix froide. « Vous auriez dû y penser avant de violer votre contrat. » Brigitte regarda Charles, cherchant un indice de compassion, ou au moins de doute, mais son expression était fermée, les murs d'autoprotection, fermement en place. « Rentrez chez vous, Brigitte. Nous vous contacterons quand nous aurons pris une décision. » Ce n'était pas un licenciement officiel encore, mais cela sonnait suffisamment définitif pour que Brigitte sache que son temps dans cette maison était terminé. Elle ramassa son sac dans le local du personnel, avec des mouvements mécaniques, consciente que Sophie la suivait du regard, comme un geôlier s'assurant que le prisonnier ne volait rien en sortant. Quand elle arriva à la porte principale, elle se retourna une fois, pour regarder les escaliers qui menaient au 2e étage, se demandant si Guillaume se réveillerait cette nuit en la cherchant et si quelqu'un serait là pour répondre quand il crierait. Les 5 jours suivants furent une descente méthodique vers le désespoir. Brigitte appela les 3 autres maisons où elle faisait le ménage pendant la journée, essayant d'obtenir des quarts supplémentaires pour compenser la perte du salaire nocturne du manoir de Valois. Une des dames fut aimable mais évasive. « Je vous appelle si quelque chose se présente », ce qui était un code pour « non ». Les 2 autres furent plus directes. Elles avaient entendu des rumeurs.
que Brigitte avait eu des problèmes avec une famille précédente, qu'elle avait franchi des limites inappropriées avec un enfant, qu'elle représentait un risque, Sophie avait été efficace en répandant sa version des événements, contactant discrètement d'autres familles, du circuit des emplois domestiques d'élite, plantant des graines de doute qui fleuriraient en porte close et contrats non renouvelés. Pour le mercredi, Brigitte avait perdu 2 de ses 3 emplois de jour. Pour le vendredi, elle avait perdu le 3e. Elle s'assit dans son 2 pièces à Belleville, des murs avec de l'humidité, qu'elle ne pouvait pas se permettre de réparer, des fenêtres qui ne fermaient pas bien, des meubles qu'elle avait hérités de sa mère, il y a 14 ans, faisant des calculs, dans un cahier, qui se remplissait de chiffres de plus en plus rouges. Loyer, 7 000 €. Échéance dans 10 jours. Électricité, 1800, déjà en retard. Nourriture, minimum 3000 si elle achetait seulement l'essentiel. Médicaments de Léo, 2000 par mois. Avance pour la chirurgie, 40 et 1500 qu'elle avait économisé. Elle avait besoin d'autres 40 et 1500 dans les 6 prochaines semaines. Avec 0 revenu actuel, les chiffres ne fonctionnaient tout simplement pas. Peu importe comment elle les réorganisait. Léo entra dans la cuisine, en boitant avec sa canne, son corps de 15 ans, tordu à un angle qui empirait chaque mois, et s'assit en face d'elle, avec cette expression prudente qu'il utilisait quand il savait que quelque chose n'allait pas, mais ne voulait pas empirer les choses, en posant des questions. « Tu as perdu ton travail de nuit ?» dit-il finalement, parce qu'il n'était pas idiot et avait remarqué que Brigitte était à la maison, à des heures inhabituelles. Brigitte ferma le cahier, ne voyant aucun intérêt à mentir. « Oui, et les autres aussi. Il faudra reporter l'opération. Léo, je suis désolé. » Elle vit sur son visage ce mélange de déception et de résignation que les enfants pauvres apprennent trop tôt. Cette compréhension que les promesses des adultes sont conditionnelles et que les espoirs doivent être modestes. « C'est pas grave, » dit-il, même si clairement ça l'était. « Je peux continuer avec la canne, c'est pas si grave. » Mais tous les deux savaient que si c'était grave, que chaque mois qui passait, sans corriger la courbure de sa colonne vertébrale, était un mois où les dommages devenaient plus permanents, où la possibilité de marcher normalement un jour s'éloignait un peu plus. Sophie avait passé 3 longues années à économiser pour cette opération, travaillant des quarts de travail double et parfois triple, refusant de dépenser le moindre euro pour elle-même afin d'accumuler sou par sou. Et maintenant, pour avoir agi impulsivement, sans mesurer les conséquences. Exactement le défaut qui l'avait ruinée à 19 ans. Elle avait tout perdu une fois de plus. Le lundi de la 5e semaine, Sophie reçut un appel de Brigitte. Sa voix sonnait mal à l'aise, comme si elle accomplissait une tâche qui lui déplaisait, mais qu'elle ne pouvait éviter. Léo va plus mal. Il recommence à ne plus dormir. Il refuse la nourriture. Il a eu un épisode violent avec la nouvelle nounou qu'ils ont engagée. Il l'a frappée. Il lui a jeté des choses. Les médecins ne savent plus quoi faire. Véronique insiste sur le fait que ce n'est qu'une régression temporaire, que ça passera, mais elle fit une pause significative. Charles est en train de revoir les enregistrements. Il les regarde différemment maintenant que l'enfant va de nouveau mal. Sophie sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Pas exactement de l'espoir, parce que cela semblait dangereux, mais peut-être une fissure dans le désespoir. « Pourquoi m'appelles-tu ? » ?»« Brigitte ?» La gouvernante soupira. « Parce que cet enfant a besoin d'aide, et son père est trop brisé pour lui en donner. Et Véronique est trop occupée à protéger son image pour voir que parfois, les règles sont moins importantes que les personnes. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose, mais je pensais que tu devrais le savoir. » Elle raccrocha avant que Sophie ne puisse répondre. Sophie resta les yeux fixés sur son téléphone. Traitant l'information, Léo allait mal. La solution de la renvoyer n'avait rien résolu. Elle avait seulement supprimé le seul soutien que l'enfant avait trouvé efficace, et Charles remettait enfin en question les décisions qu'il avait déléguées à Véronique, parce que son fils souffrait de façon qu'il ne pouvait plus ignorer. C'était une opportunité, petite,
Fragile, probablement vouée à l'échec, mais une opportunité après tout. Sophie appela le manoir de Valois cet après-midi-là, demandant à parler directement à Charles. La femme de ménage qui répondit initialement refusa. Monsieur de Valois n'accepte pas les appels du personnel suspendu, mais Sophie insista avec une fermeté qui les surprit, toutes les deux. Dites-lui qu'il s'agit de Léo, dites-lui que je sais comment l'aider, mais j'ai besoin de lui parler d'abord. Il y eut une longue pause, puis de la musique d'attente, puis la voix de Charles, sonnant exactement aussi épuisée que Sophie l'avait imaginé. « Sophie, ce n'est pas approprié que tu appelles ici. » Il parlait avec ce ton de quelqu'un qui suit un scénario qu'il n'a pas écrit, mais se sent obligé de lire. Sophie ne perdit pas de temps en politesse. « Léo va de nouveau mal. Je le sais parce qu'une fois que vous ressentez ce désespoir particulier d'un enfant qui a perdu sa mère, vous le reconnaissez, même quand vous ne le voyez pas directement. Et je sais que les médecins n'aident pas. Parce que le problème de Léo n'est pas médical, c'est qu'il se sent abandonné, non seulement par sa mère qui est morte, mais par vous, qui avez choisi le travail plutôt que d'être présent. » Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait prévu. Mais Sophie était trop fatiguée de diplomatie, trop désespérée pour adoucir les vérités. Charles resta silencieux pendant plusieurs secondes, qui parurent éternelles. Quand il parla de nouveau, sa voix sonnait différemment, plus brute, sans les couches de défense professionnelle. J'ai revu les enregistrements, je les ai regardés vraiment cette fois, pas seulement pour chercher des preuves de transgression, mais pour voir ce que tu faisais. Et j'ai vu que tu ne l'as jamais touché. Tu étais juste là, tu as fait ce que j'aurais dû faire ces 8 derniers mois. » Il fit une pause, et Sophie entendit quelque chose qui aurait pu être un sanglot contenu. « Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment être présent sans me briser. Chaque fois que je regarde Léo, je vois sa mère, et chaque fois que je vois sa mère, je me souviens qu'elle est partie et que je n'ai pas pu la sauver, et que je ne peux probablement pas le sauver lui non plus. » L'aveu était si nu, si dépouillé de prétention, que Sophie sentit sa colère se dissoudre en quelque chose de plus compliqué, de l'empathie mélangée à de la frustration, de la compassion mélangée à de l'impatience. « Vous ne pouvez pas le sauver, » dit Sophie doucement, « mais vous pouvez être avec lui, vous pouvez vous allonger sur le sol de sa chambre comme je l'ai fait et simplement exister là, jusqu'à ce qu'il comprenne que vous n'allez pas disparaître non plus. Il n'a pas besoin d'avoir des réponses ni des solutions. Il a juste besoin que vous soyez là. » Il y eut un autre silence long. Sophie imaginait Charles dans son bureau du 3e étage, entouré de papiers de travail qu'il utilisait comme barricade contre des émotions qu'il ne savait pas comment traiter, affrontant la vérité inconfortable qu'il avait failli à son fils de la manière la plus fondamentale possible, non pas par malveillance, mais par lâcheté déguisée en responsabilité professionnelle. « Véronique dit que tu es un risque, » dit-il finalement, « que si je te permets de revenir, ça ouvre la porte à des poursuites judiciaires, à des accusations, à ce que la presse l'utilise contre l'entreprise. Elle dit qu'il y a des protocoles pour des raisons valables et que faire des exceptions établit des précédents dangereux. » Sophie respira profondément, choisissant ses mots suivants avec soin, parce qu'elle sentait que c'était sa seule opportunité. « Véronique protège son travail, pas Léo. Elle protège l'image de votre famille, comme un bouclier contre son propre passé, dont elle a honte. Je comprends ça. Je comprends fuir d'où vous venez. Je comprends construire des murs pour que personne ne voie vos fissures. Mais Léo n'a pas besoin de murs. Il a besoin de quelqu'un de prêt à s'asseoir sur le sol avec lui, sans avoir peur de se salir. » Elle fit une pause, puis ajouta ce qu'elle savait être risqué, mais nécessaire. « Et il a besoin de son père. Je peux aider, mais je ne peux pas le remplacer. Aucune quantité de chansons que je chante ne va remplacer ce que seulement vous pouvez lui donner. » Charles expira, un son long et tremblant qui contenait des mois de deuil comprimés. « Si tu reviens, ça ne peut pas être en cachette, ça doit être officiel, avec un contrat approprié, avec une supervision. Et je dois être présent.
Je ne peux pas simplement te déléguer le soin de mon fils pendant que je fais semblant que mon travail est plus important que lui. » Les mots sonnaient comme une promesse et une confession simultanément. Sophie sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, prudent, fragile, mais réel. « Et Véronique ?» demanda-t-elle, parce qu'elle savait que cette femme n'accepterait pas cette décision sans se battre. « Véronique travaille pour moi, pas l'inverse. Je l'ai oubliée pendant un temps. J'ai laissé qu'elle prenne des décisions que j'aurais dû prendre moi-même. Mais Léo est mon fils, et je vais commencer à agir comme son père. Même si ça signifie contrarier les gens qui croient savoir mieux que moi ce dont ma famille a besoin. » Il y avait de la détermination dans sa voix que Sophie n'avait pas entendue auparavant. La classe de résolution qui apparaît quand vous arrêtez finalement de fuir. Et décidez d'affronter ce qui vous terrifie. Viens demain à 20h, apporte tes affaires, nous allons essayer ça de la bonne manière. La confrontation avec Véronique se produisit exactement comme Sophie l'avait anticipé. Intense, laide, pleine du type de vérité que les gens gardent normalement sous des couches de courtoisie professionnelle. Véronique arriva au manoir de Valois un mardi après-midi, après que Charles l'eut informé de sa décision d'embaucher Sophie officiellement comme assistante de routine nocturne pour Léo, un poste inventé spécifiquement pour légitimer ce que Sophie faisait déjà de manière informelle. Elle trouva Charles dans son bureau et ne prit même pas la peine de cacher sa furie. « Es-tu conscient du risque légal que tu prends? De l'image que cela donnera si le moindre détail filtre dans la presse. Veuf milliardaire embauche une femme de ménage sans qualification pour s'occuper de son fils traumatisé après qu'elle soit entrée secrètement dans sa chambre pendant des semaines. Les avocats de tes concurrents vont se régaler avec ça. » Charles l'écouta sans l'interrompre, avec cette patience tendue de celui qui a pris une décision et n'est plus intéressé à en débattre. « Mon fils souffre. Sophie l'a aidé. Ce sont les deux seuls faits qui comptent pour moi. » Véronique fit un pas en avant, baissant la voix au ton qu'elle utilisait quand elle avait besoin que les gens comprennent la gravité de ses mots. « Charles, j'ai construit ma carrière en protégeant des familles comme la tienne de situations exactement comme celle-ci. Je sais comment ces histoires finissent, avec des employés qui deviennent indispensables, qui demandent des faveurs toujours plus grandes, qui finissent par menacer de révéler des secrets si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Sophie Dubois n'est pas spéciale. C'est une femme de ménage qui a vu une opportunité et l'a exploitée. » L'accusation resta en suspens, si venimeuse que Sophie, qui attendait dans le couloir à l'extérieur du bureau, sentit le besoin de se défendre en entrant sans y être invitée. « Je n'ai cherché aucune opportunité. J'ai entendu un enfant souffrir, et j'ai fait ce que je savais faire. Je n'ai pas demandé d'argent supplémentaire, je n'ai pas demandé de faveur, je n'ai rien demandé d'autre que de pouvoir aider. » Véronique se tourna vers elle avec une expression qui mélangeait dédain et quelque chose de plus sombre. Une reconnaissance peut-être, de voir en Sophie un reflet de son propre passé qu'elle avait passé des décennies à essayer d'effacer. « Tu n'as encore rien demandé, mais tu le feras. Elles le font toujours, elles deviennent nécessaires, puis exigeantes, puis dangereuses. » Sophie sentit la rage monter dans sa gorge, des années d'humiliation similaires s'accumulant à cet instant. « Je ne suis pas toi, Véronique. Je n'ai pas honte de venir de Belleville. Je n'ai pas besoin de construire des murs entre qui j'étais et qui je suis, parce que je n'ai honte d'aucune de ces versions. » Les mots atteignirent leur cible avec une précision chirurgicale. Véronique se raidit, son masque de professionnalisme se fissurant pour révéler quelque chose de plus vulnérable en dessous. « Tu ne sais rien de moi. » Mais sa voix tremblait légèrement, trahissant que Sophie avait touché une blessure que Véronique croyait bien cachée. « Je sais que tu as passé 20 ans à fuir d'où tu viens. Je sais qu'à chaque fois que tu regardes une femme de ménage, tu vois ton propre passé et tu t'assures de la maintenir à sa place. Et pour ne jamais avoir à te rappeler que tu as été là toi aussi. » Sophie fit un pas vers Véronique, réduisant la distance entre elles. « Mais je ne fuis pas. Je suis exactement là où je dois être, à faire ce que je sais faire.
Et je ne vais pas m'excuser pour ça, ni laisser ta honte de ton passé gâcher la possibilité pour Léo d'avoir un avenir. Charles se leva, sa présence physique rappelant aux deux femmes que c'était sa maison, sa décision, son fils. Véronique, tu as fait un excellent travail en protégeant les intérêts de ma famille pendant des années, j'apprécie cela. Mais dans ce cas, ton jugement est obscurci par des expériences personnelles qui ne sont pas pertinentes pour la situation actuelle. Il parla avec fermeté, mais sans cruauté, le ton d'un patron qui respecte son employé, mais qui exerce finalement l'autorité qu'il avait déléguée depuis trop longtemps. Sophie va travailler ici sous contrat formel. Elle sera supervisée par la psychologue infantile que j'ai engagée hier, qui examinera mensuellement les progrès de Léo et la méthodologie de Sophie. Il y aura une transparence totale. Rien en cachette. Rien sans que je le sache. Et plus important encore, je serai présent. Je participerai activement à la routine nocturne de Léo, parce que Sophie avait raison. J'ai fui mon fils, parce que le regarder me rappelle ce que j'ai perdu. Et c'est une lâcheté que je ne peux plus me permettre. Il se tourna vers Véronique directement. Tu peux rester et faire partie de cette nouvelle configuration, ou tu peux démissionner si tu estimes que cela compromet tes normes professionnelles. Mais la décision concernant Sophie est déjà prise. L'ultimatum était clairement délimité, sans place à la négociation. Véronique les regarda tous les deux. Charles avec sa détermination retrouvée. Sophie avec sa dignité inébranlable et calcula ses options. Elle pouvait se battre et probablement perdre, ternissant sa réputation de professionnalisme dans le processus, ou elle pouvait se retirer stratégiquement en maintenant sa position tout en planifiant de futurs mouvements. Elle choisit la deuxième option, comme Sophie avait soupçonné qu'elle le ferait. Très bien, mais quand ça explosera, et ça explosera, je veux qu'il soit clair que j'ai averti des risques. Elle quitta le bureau à pas mesurés, le dos parfaitement droit, préservant sa dignité dans la défaite. Sophie la regarda partir, ne ressentant pas un triomphe, mais quelque chose de plus complexe, de la pitié mêlée à de la prudence, parce qu'elle savait que Véronique Castellano n'était pas du genre à accepter des défaites sans planifier de revanche. La première nuit officielle de Sophie comme assistante de routine nocturne fut étrange et révélatrice à la fois. Charles tint sa promesse, à 8 heures précises, alors qu'il serait normalement encore à son bureau. Il était à la maison, à 9 heures, après que Léo eut dîné. Il mangea la moitié de son assiette, un progrès notable. Ils montèrent tous les trois au 2e étage. Léo regardait Sophie avec un mélange de joie et de confusion, clairement heureux de la voir, mais sans comprendre pourquoi son père était maintenant également présent. Sophie avait apporté sa couverture en crochet, cette pièce irrégulière tissée par sa mère il y a 19 ans, qui avait survécu à des déménagements, des pertes, des années d'utilisation jusqu'à être effilochée sur les bords, mais toujours intacte en son centre. Elle l'étendit sur le sol à côté du lit de Léo, créant un espace qui signalait « C'est ici que nous serons ». Charles observait avec une expression de celui qui apprend une langue complètement nouvelle, un langage de présence physique et de disponibilité émotionnelle qui ne s'enseignait pas dans les écoles de commerce, ni ne se pratiquait dans les salles de réunion. « Et maintenant, on fait quoi ?» demanda-t-il avec une incertitude véritable. Sophie sourit, petite, encourageante. « Maintenant, on s'assoit ou on s'allonge, ce qui est confortable. Et on attend. » On attend quoi? On attend que Léo décide qu'il est sûr de dormir, parce qu'il sait qu'on sera là quand il se réveillera. Ils s'allongèrent sur le sol, Sophie sur sa couverture, Charles sur le tapis persan qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Sophie, dans un silence qui au début fut inconfortable, mais devint progressivement tolérable. Gabriel les observait depuis son lit, avec des yeux énormes, absorbant cette nouvelle configuration, où les adultes étaient à son niveau physique, où il n'y avait plus d'autorité verticale, mais un accompagnement horizontal. Sophie commença à fredonner sa chanson habituelle sur les étoiles, et Charles écoutait attentivement, comme s'il prenait des notes mentales. Après un quart d'heure, il osa ajouter sa propre voix, fausse, incertaine,
mais présente. Gabrielle sourit pour la première fois depuis des semaines. Une expression petite, mais réelle, qui illumina son visage d'une manière que les tranquillisants n'avaient jamais réussi. « Papa chante mal », dit-il d'une voix somnolente. Charles rit, un rire surpris, qui sonnait rouillé par manque d'usage. « Oui, je chante terriblement. Ta mère se moquait toujours de moi. » Il mentionna sa femme décédée naturellement, sans la panique habituelle qui accompagnait toute référence à elle, et Sophie vit comment Gabrielle se détendait encore plus. Comme si la permission implicite de parler de maman, sans que papa ne s'effondre, était un cadeau inattendu. « Maman chantait bien ?» demanda Gabrielle. « Magnifiquement !» répondit Charles, et sa voix se brisa légèrement, mais il ne s'arrêta pas. « Je te chantais tout le temps quand tu étais bébé. » Elle avait cette chanson sur un petit bateau qui naviguait. Il commença à la chanter, mal, comme il l'avait averti, mais avec une émotion véritable. Et Gabrielle ferma les yeux en écoutant, mémorisant non pas la mélodie, mais le fait que son père était là, se souvenant de maman avec lui, ne fuyant pas la douleur, mais s'asseyant avec elle. Gabrielle s'endormit à 22h20, sa respiration se régularisant dans ce rythme profond qui indique un sommeil réel. Sophie et Charles restèrent sur le sol pendant encore 30 minutes en silence, s'assurant que le sommeil s'installait avant de bouger. Finalement, ils se levèrent avec précaution et sortirent dans le couloir. Charles s'appuya contre le mur, épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec le physique. « Je ne savais pas que c'était si simple, » murmura-t-il. « Être là, juste, être. » Sophie secoua doucement la tête. « Ce n'est pas simple, c'est la chose la plus difficile que tu feras, parce que cela exige que tu affrontes exactement ce que tu as évité, ta propre douleur, ton incapacité à la sauver. Ta peur de le laisser tomber, lui aussi. » Charles la regarda avec des yeux rougis. « Comment fais-tu ? Comment t'assois-tu avec la douleur des autres sans que cela te détruise ?» Sophie pensa à ses frères, à sa mère décédée, à toutes les nuits qu'elle avait passées sur le sol d'étrangers, offrant un réconfort qu'elle n'avait jamais reçu elle-même complètement. « Je ne le fais pas sans que cela me détruise. Cela me détruit chaque fois. Mais j'ai appris que destruction n'est pas la même chose que fin. Parfois, tu as besoin de te briser un peu pour te reconstruire d'une manière qui inclut de nouvelles réalités. » Les mots restèrent flottants entre eux, vérité crue qu'aucun n'essaya d'adoucir. Charles acquiesça lentement, absorbant la leçon, et pour la première fois depuis que Sophie le connaissait, il sembla être réellement présent dans sa propre vie. Au lieu de l'observer de loin comme un spectateur désintéressé, les 3 semaines suivantes établirent un rythme qui devint presque une routine. Charles rentrait à la maison avant 20 heures tous les soirs. Un changement radical que son assistante de direction commenta avoir causé le chaos au bureau, mais que Charles défendit comme une réorganisation des priorités qui aurait dû se produire il y a des mois. Ils dînaient ensemble tous les 3, Charles, Gabrielle et Sophie, qui avait été incluse tacitement dans ces repas parce que sa présence calmait Gabrielle d'une manière que Charles apprenait à ne pas remettre en question. Ils conversaient sur des trivialités. Comment s'était passée la journée de Gabrielle avec son professeur particulier? Quel livre Sophie était en train de lire? Des anecdotes du bureau que Charles éditait pour un public enfantin. Ce n'étaient pas des conversations profondes, mais elles avaient le poids de la normalité que Gabrielle avait manqué, cette sensation de famille qui fonctionne sans effort conscient. Après le dîner, ils montaient au premier étage et répétaient le rituel. Sophie avec sa couverture, Charles sur le sol à côté d'elle, tous deux chantant ou parlant doucement jusqu'à ce que Gabrielle s'endorme. La psychologue pour enfants que Charles avait engagée, Dr Françoise Lambert. Une femme de 50 ans, avec 3 décennies d'expérience en traumatisme pédiatrique, visitait 2 fois par semaine pour observer les interactions et rencontrer Gabrielle en privé. Son évaluation, après la 3e semaine, fut prudemment optimiste. Gabrielle répond à la présence constante. Ses cauchemars ont diminué en fréquence et en intensité. Il mange adéquatement.
participe davantage à ses leçons, montre moins d'anxiété généralisée. Ce que vous faites fonctionne. Mais cela doit continuer. La constance est cruciale pour que Gabriel reconstruise son sentiment de sécurité. Sophie ressentit une validation dans les mots du docteur Lambert, mais aussi une pression croissante. Chaque nuit sur le sol de Gabriel était du temps qu'elle ne passait pas à chercher d'autres emplois pour remplacer les 3 qu'elle avait perdus. Le salaire d'assistante de routine nocturne que Charles payait était généreux, le double de ce qu'elle gagnait comme femme de ménage. Mais il arrivait trop tard pour sauver l'opération de Léo. La fenêtre optimale pour l'opération était cette semaine, et Sophie avait dû appeler le chirurgien orthopédiste pour annuler, écoutant la déception professionnelle dans sa voix lorsqu'elle expliquait que reporter de 6 mois supplémentaires signifiait que la courbure de la colonne vertébrale de Léo avancerait à un point où la correction complète ne serait plus possible. « Nous pourrons toujours opérer », avait dit le docteur, « mais les résultats seront moins optimaux. Il aura probablement besoin de porter des supports orthopédiques permanents, même après la chirurgie. » Sophie avait raccroché et pleuré en silence dans la salle de bain de son appartement. Ces pleurs contenus qu'elle faisait quand elle ne pouvait pas se permettre le luxe de s'effondrer complètement parce qu'il y avait encore des choses à faire, des responsabilités à remplir. Léo avait été compréhensif. Trop compréhensif, avec cette résignation des adolescents qui ont appris à ne pas attendre grand-chose. C'est bon, Sophie, 6 mois de plus, ce n'est rien. J'ai déjà attendu 3 ans, que sont 6 mois de plus. Mais tous deux savaient que 6 mois étaient tout quand on parlait de développement osseux dans des corps adolescents, quand chaque jour qui passait était un jour où les dommages devenaient plus permanents. Le coup de grâce vint de là où Sophie l'attendait le moins. Un après-midi, Charles l'appela dans son bureau avec une expression sérieuse qui activa immédiatement toutes les alarmes de Sophie. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'assit sur le bord de la chaise en cuir, les mains entrelacées sur ses genoux, se préparant mentalement à de mauvaises nouvelles. Charles ouvrit un dossier sur son bureau. Le docteur Lambert m'a informé de votre situation familiale. L'opération de votre frère que vous avez dû annuler. Sophie ressentit un mélange de soulagement. Elle n'était pas renvoyée, et de honte que sa situation personnelle soit devenue un sujet de discussion. C'est une affaire privée. Cela n'affecte pas mon travail ici. Charles leva une main pour l'interrompre doucement. Je ne remets pas en question votre travail. Au contraire, vous faites plus pour Gabin que n'importe quel professionnel n'aurait pu le faire. Mais j'aimerais vous aider avec l'opération de votre frère, couvrir l'intégralité des coûts. Les mots planent dans l'espace entre eux, une offre généreuse qui semble trop belle pour être vraie. Sophie sent toutes ses défenses s'activer simultanément. Je ne peux pas accepter cela, ce serait inapproprié. Cela franchirait des limites entre employeurs et employés qui... Charles l'interrompt à nouveau. Cette fois, avec plus de fermeté. « Sophie, vous avez sauvé mon fils. Je n'exagère pas. Vous l'avez sauvé d'un effondrement qui aurait pu le marquer à jamais. Laissez-moi aider votre frère. Ce n'est pas de la charité, c'est de la réciprocité. » Mais Sophie secoue déjà la tête. Cet orgueil farouche, qui a été son défaut toute sa vie, s'élevant comme un mur entre elle et l'aide dont elle a désespérément besoin. Je ne suis pas venu travailler ici pour obtenir des faveurs. Je ne veux pas que vous pensiez que j'ai manipulé cette situation à des fins personnelles, que Bernadette avait raison sur mes intentions. Charles soupire, reconnaissant l'entêtement qu'il voit, parce qu'il le possède probablement lui-même, dans une égale mesure. Alors considérez ça comme une prime, un paiement pour service extraordinaire, rendu. Je peux le structurer formellement si cela vous fait sentir mieux. Sophie se lève, ayant besoin de distance pour penser clairement. L'offre est tentante au point de la douleur. Elle pourrait sauver Léo. Elle pourrait empêcher sa colonne vertébrale de se déformer permanentement. Elle pourrait effacer cette erreur de calcul qu'elle a commise en perdant ses emplois. Mais accepter signifierait aussi valider exactement ce que Bernadette avait prédit, qu'elle deviendrait indispensable, puis exigerait des compensations croissantes.
qu'elle exploiterait sa position avec Gabin à des fins personnelles. « J'ai besoin d'y réfléchir », dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Charles hoche la tête, respectant son besoin de digérer la situation. « L'offre n'a pas de limite de temps, mais la fenêtre pour votre frère, elle, en a une. Réfléchissez vite. » Sophie quitte le bureau, en ayant l'impression d'être déchirée entre des versions incompatibles d'elle-même. La sœur qui ferait n'importe quoi pour Léo, contre la femme qui s'est jurée de ne plus jamais accepter de charité qui pourrait être utilisée contre elle. Sophie prend sa décision 3 jours plus tard, mue finalement par une conversation avec Léo qu'elle n'avait pas anticipée. Son frère l'avait trouvée en larmes dans la cuisine à 2 heures du matin. Elle était rentrée du manoir de Valois après le rituel nocturne avec Gabin, et le poids accumulé de semaines de stress l'avait finalement brisée. Léo s'assoit en face d'elle sans rien dire au départ, attendant juste avec cette patience qu'il avait développée en vivant avec une sœur qui portait tout sans demander d'aide. Finalement, Sophie lui raconte l'offre de Charles, son conflit intérieur. Comment accepter lui donnait l'impression de trahir quelque chose de fondamental dans son identité. Mais refuser signifiait condamner Léo à des dommages permanents. Son frère écoute en silence, puis parle avec une clarté que Sophie n'attendait pas d'un garçon de 15 ans. « Sophie, tu as passé 14 ans à te sacrifier pour nous. Tu as travaillé des quarts de travail triple pour que je puisse aller à l'école au lieu de travailler. Tu as refusé des petits amis, des opportunités, tout ce qui demandait du temps ou de l'argent que tu considérais comme étant le nôtre plutôt que le tien. Et je t'aime pour ça. Nous t'aimons tous. Mais tu es tellement habituée à être celle qui prend soin que tu as oublié comment permettre qu'on prenne soin de toi. » Il prend la main de Sophie sur la table. « Si cet homme veut payer mon opération parce que tu as sauvé son fils, ce n'est pas de la charité. C'est un échange équitable. Laisse-le aider. Laisse-moi avoir une colonne droite. Arrête de te punir pour des erreurs que tu as commises il y a 14 ans, qui n'étaient même pas vraiment des erreurs, mais juste la vie qui était imprévisible. » Les mots de Léo résonnent dans Sophie toute la nuit, alors qu'elle est allongée, éveillée, à regarder le plafond taché d'humidité. Il a raison. Sophie a construit son identité entière autour du fait d'être la sacrifiée. Celle qui donne sans recevoir, celle qui résout les problèmes de tout le monde, sauf les siens. Et cet orgueil farouche qui l'avait protégée des humiliations, l'avait aussi isolée des connexions authentiques, de la possibilité d'interdépendance où donner et recevoir sont des parties égales de la relation, au lieu de transactions avec des gagnants et des perdants. Accepter l'aide de Charles ne la transformerait pas en l'opportuniste que Bernadette avait dépeinte. Cela ferait d'elle quelqu'un d'assez fort pour reconnaître ses limites et d'assez sage pour permettre aux autres de partager ses fardeaux. À 6 heures du matin, épuisée mais décidée, Sophie appelle Charles. « J'accepte. Pour l'opération de Léo, mais avec des conditions, nous le structurons formellement comme une prime de performance exceptionnelle, documentée de manière appropriée pour que personne ne puisse m'accuser de manipulation. Et moi, j'ai besoin d'apprendre à me sentir bien en recevant de l'aide, sans avoir l'impression que cela compromet ma dignité. » Charles avait l'air soulagé et légèrement amusé. Marché conclu. « Et Sophie, pour ce que ça vaut, je pense que votre dignité n'a jamais été en danger, seulement votre orgueil, qui est quelque chose de complètement différent et beaucoup moins important. » Il y avait une vérité là-dedans que Sophie avait besoin de temps pour déballer complètement. L'opération de Léo est programmée pour la dernière semaine de juin, exactement 6 semaines après la fenêtre initiale que Sophie avait perdue. Le chirurgien prévient que la courbure a progressé pendant ces semaines. Pas de manière dramatique, mais suffisamment pour compliquer la procédure et garantir que Léo aura probablement besoin de porter un support orthopédique de manière permanente, même après la correction chirurgicale. La cicatrice sera permanente, explique le médecin avec une compassion professionnelle. Pas seulement la physique de l'incision, mais la structurelle dans sa colonne vertébrale. Il n'aura jamais une flexibilité complète.
Les sports à fort impact seront interdits, il y aura des douleurs chroniques qui nécessiteront une prise en charge continue. Sophie signe les documents de consentement en ressentant le poids de chaque avertissement, sachant que si elle avait agi différemment 6 semaines plus tôt, si elle n'avait pas perdu ses emplois pour avoir aidé Gabin, si elle avait été plus prudente, moins impulsive, Léo aurait pu éviter ces complications permanentes. C'est une autre cicatrice qu'elle portera, une autre preuve de la façon dont son impulsion à prendre soin des autres blesse parfois ceux qu'elle aime le plus. Mais Léo, quand il se réveille de l'anesthésie, le dos enveloppé de bandages et des barres de métal stabilisant sa colonne vertébrale, sourit, groggy, et murmure « Ça en vaut la peine, tout en vaut la peine, si cela signifie que je peux me tenir droit. » Et Sophie choisit de le croire. Elle choisit d'accepter que les décisions complexes avaient rarement des résolutions parfaites, qu'on faisait parfois de son mieux avec des informations imparfaites, et qu'ensuite on vivait avec les conséquences sans se laisser paralyser par la culpabilité. 3 mois après l'opération de Léo, alors que l'été commençait à céder la place à l'automne, et que Paris se préparait à sa transformation saisonnière, Sophie se retrouva dans un endroit qu'elle n'avait pas anticipé au début de ce voyage, assise dans le salon du manoir de Valois, non pas comme employée de maison, mais comme quelque chose de plus complexe. Charles avait insisté pour la promouvoir officiellement coordinatrice de l'équipe domestique, un poste assorti d'un salaire substantiellement plus élevé, d'une autorité sur les autres employés, et plus important encore, d'horaires qui lui permettèrent d'avoir une vie personnelle. Elle ne travaillait plus exclusivement de nuit. Maintenant, elle supervisait l'équipe pendant la journée et ne participait aux rituels nocturnes avec Gabin que 3 fois par semaine, les soirs que Charles avait bloqués dans son agenda comme non négociables pour être avec son fils. Gabin dormait normalement maintenant, 8 heures d'affilée, sans cauchemar, ou seulement occasionnellement. Quelques-uns qu'elle gérait avec les outils que le docteur Rivière lui avait enseignés. Il mangeait bien, souriait fréquemment, avait commencé à poser des questions sur sa mère décédée, avec une curiosité saine, au lieu d'une panique désespérée. Maman savait-elle faire des crêpes? M'emmenait-elle au parc Monceau? Aimait-elle les dinosaures comme moi? Et Charles répondait à chaque question, parfois avec des larmes, mais toujours avec présence, reconstruisant la mémoire de sa femme décédée, de sorte que Gabine puisse la connaître sans être détruit par son absence. Léo était retourné à l'école, avec un support orthopédique visible sous son uniforme, objet de curiosité de ses camarades, mais pas de moquerie parce qu'il se déplaçait avec une confiance nouvelle qu'il n'avait pas avant l'opération. « J'ai encore mal », avait-il confié à Sophie un soir. « Probablement que ça fera toujours un peu mal. Mais au moins maintenant, je sais qu'on a fait tout notre possible, qu'on n'attend pas juste que ça empire. » La cicatrice était permanente, tant la physique sur son dos que la structurale sur sa colonne vertébrale, mais vivable, gérable, le genre d'imperfection qui s'incorpore à l'identité sans la définir complètement. Sophie avait appris quelque chose de similaire sur ses propres cicatrices, ce licenciement à 19 ans, qu'elle avait porté comme une honte déterminante, n'avait plus le pouvoir qu'il avait autrefois, parce que maintenant, elle comprenait que franchir des limites était parfois nécessaire, même quand cela entraînait des conséquences, que prendre soin avec imperfection était meilleur qu'une protection parfaite depuis une distance sûre. Elle était toujours impulsive. Elle agissait encore avant de mesurer complètement les conséquences. Mais elle avait appris à combiner cet élan avec une réflexion postérieure, à réparer les dommages qu'elle causait, sans se laisser paralyser par une culpabilité excessive. Brigitte Dupont avait officiellement démissionné 1 mois après l'embauche formelle de Sophie, citant des différences philosophiques avec la direction récente. Dans sa lettre de démission formelle, Charles l'avait laissé partir avec un paquet de compensations généreux et des références professionnelles impeccables, reconnaissant que ses années de service méritaient reconnaissance, même quand sa vision finale ne s'alignait pas avec la sienne. Mais Sophie savait
Parce que Brigitte, qui restait une source fiable de commérage domestique, le lui avait raconté que Brigitte avait trouvé un nouveau poste, travaillant pour une famille concurrente, dans le même milieu social. Et parfois, quand Sophie sortait du manoir de Valois après son service, elle voyait une voiture garée en bas de la rue, avec quelqu'un qui pourrait être Brigitte, observant à distance, prenant des notes mentales, planifiant des mouvements futurs. C'était un rappel que certaines batailles ne se terminent jamais complètement, que certaines personnes ne pardonnent jamais d'être contredites, que la vigilance était le prix d'avoir franchi des lignes, même quand ces lignes avaient besoin d'être franchies. Mais Sophie ne vivait plus dans la peur constante de cette rétribution potentielle. Elle avait appris qu'on ne pouvait pas contrôler les vengeances que les autres planifiaient, qu'on ne pouvait que contrôler comment on répondait quand elles arrivaient finalement. Et si Brigitte agissait un jour dans cette vengeance, Sophie affronterait ce problème quand il se matérialiserait, pas avant. Parce qu'elle avait dépensé suffisamment d'énergie à anticiper des désastres futurs qui n'arrivaient jamais ou arrivaient de manière complètement inattendue. En cette nuit particulière d'automne, Sophie était assise dans le salon, avec sa couverture en crochet sur les genoux, cet héritage de sa mère, qui avait été constant à travers tous les changements, tandis que Gabin lui montrait son projet de science sur le cycle de l'eau. Charles préparait du thé dans la cuisine, une action domestique qu'il n'aurait jamais réalisée 6 mois auparavant, quand il déléguait toutes les tâches ménagères, comme si s'impliquer dans celle-ci le diminuait. Et Sophie pensait à des thèmes sur comment la présence valait plus que la perfection, sur comment la vraie force résidait dans l'interdépendance choisie, au lieu de l'autosuffisance forcée, sur comment les cicatrices, tant de Léo que de Gabin, comme les siennes, étaient la preuve, non pas d'échecs, mais de batailles survécues, de blessures qui avaient guéri imparfaitement, mais avaient guéri enfin. « Sophie, tu restes dîner ?» demanda Gabin avec espoir dans sa voix. Elle regarda Charles, qui acquiesça, avec ce petit sourire qu'il utilisait maintenant, très différent de l'expression fermée et épuisée d'il y a quelques mois. « Oui, » répondit Sophie, « je reste. » Et dans ce moment simple, acceptant l'invitation à partager un repas, choisissant la connexion sur la protection, Sophie comprit finalement qu'apprendre à recevoir était aussi important qu'apprendre à donner, que la vulnérabilité partagée renforçait les liens, au lieu de les affaiblir, que sa valeur ne dépendait pas de combien elle pouvait porter seule, mais de combien elle était disposée à construire une vie où les charges se partageaient entre des personnes qui choisissaient d'apparaître l'une pour l'autre, jour après jour, avec toutes leurs imperfections et leurs forces entrelacées dans cette chose complexe que nous appelons famille, même si elle ne suivait pas toujours les liens de sang traditionnels.